Alors, dans ce dernier jour de Smartech au Salon des Mers pour cette édition 2022, on va s'intéresser à l'éducation avec en tout premier lieu ce secteur des EdTech, ces entreprises du numérique dans l'éducatif qui dépendent énormément des décisions qui seront prises par les collectivités, par les écoles, par les universités, décisions et même de l'oreille qui sera tendue à leurs propositions pour une école innovante, un peu retravaillée, qui réfléchit aux apprentissages différemment. Sujet ô combien important. On en parle avec Anne-Charlotte Monneret, vous êtes directrice générale du réseau national EdTech France. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Smartech. Alors, hier, sur ce Salon des Mers, vous avez organisé des pitchs de start-up de l'EdTech devant ces collectivités, devant ces élus, devant ces décideurs qui vont donner ou pas de la place aux nouvelles technologies dans l'école. Peut-être d'abord une première question. Pourquoi c'est important d'inclure les technologies, de réfléchir à l'innovation dans le secteur de l'éducation? Alors, c'est capital, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est ici. Il y a un pôle dédié cette année sur le Salon des Mers qui s'appelle École innovante et inclusive. Inclusive grâce au numérique, parce que le numérique peut être excluant pour ceux qui ne sont pas équipés ou qui ne maîtrisent pas les compétences numériques dont vous parliez. Et pourtant, c'est à l'école qu'on forme les enfants à être des futurs citoyens éclairés, capables de naviguer dans ce monde de plus en plus numérique. Alors là, ça veut dire que là, vous nous parlez de l'importance finalement d'éduquer au numérique, c'est-à-dire de Exactement. passer d'un consommateur passif à un acteur réellement de ce nouveau monde numérique. Ce sera le sujet de notre deuxième partie. Mais comment est-ce que la tech peut nous aider dans les apprentissages? Exactement, donc il y a l'éducation au numérique dont je parlais et ensuite l'éducation par le numérique, donc avec les entreprises qui sont notamment présentes sur le corner EdTech France et qui cherchent à vendre leurs solutions, leurs ressources, leurs produits à des maires de communes qui sont du coup en charge d'équiper les écoles primaires. Pour les collèges, c'est différent et pour les lycées aussi, c'est le département et la région. Mais donc là, on est vraiment sur la recherche du lien au maire directement pour les écoles primaires avec des outils numériques qui peuvent par exemple favoriser l'apprentissage de la lecture pour les enfants dyslexiques, l'apprentissage de l'écriture avec des logiciels de graphie sur tablette, l'apprentissage des langues avec des intelligences artificielles capables de reconnaître le son de la voix de l'élève pour améliorer son accent, plein de choses, de la réalité augmentée aussi pour mieux visualiser les volumes dans l'espace, les planètes, la lumière pour comprendre sa vitesse, etc. Donc vraiment plein d'usages adaptés à toutes les matières, à tous les niveaux, pour justement rendre plus concret et plus pédagogique l'enseignement de toute discipline. Donc cet apport des technologies, vous pensez qu'aujourd'hui c'est acquis, tout le monde a compris que ça pouvait être un support, une aide supplémentaire pour les apprentissages, ou il y a encore beaucoup d'évangélisation à faire? Alors post-confinement, la prise de conscience sur l'importance du numérique a quand même été très forte en France, hein. On s'est rendu compte des fractures qui existaient entre les écoles très bien équipées, les professeurs bien formés et ceux qui l'étaient moins, les territoires d'ailleurs moins numérisés que d'autres. Donc la prise de conscience a été faite de l'importance en tout cas de donner les mêmes chances à tous les élèves sur ce sujet du numérique, éducation par et au numérique. Et aujourd'hui en 2022, on est vraiment dans cette ère de la mesure d'impact. Donc on est encore à vraiment travailler sur la mise en valeur, la mise en lumière de ce que le numérique va apporter pour le niveau de l'élève. D'où Parce un qu'on sait, appui sur les sciences cognitives. Pardon. on sait qu'il y a une urgence quand même aujourd'hui pour rénover les apprentissages. Je peux citer encore le dernier livre de Jacques Attali qui en gros nous dit que le système éducatif en France, il est catastrophique. Donc il va falloir bouger cette école. Et on le sait, et le numérique est un des moyens de bouger l'école, comme vous dites, et aussi de la réenchanter, de recréer un lien fort entre l'école et la maison, entre les enseignants et les parents, et de vraiment rendre réelle cette continuité pédagogique qui n'est pas utile qu'en temps de crise, mais qui est utile tout le temps. Énormément d'élèves décrochent, sortent du système scolaire jeune, c'est 100 000 jeunes par an qui sortent sans diplôme. Donc voilà, il y a une urgence, et le numérique à l'école, c'est aussi un moyen d'aller raccrocher le plus d'élèves possible dans cette école qu'on veut inclusive. Alors pour autant, on ne va pas faire tout et n'importe quoi non plus. On ne va pas dire que c'est la baguette magique, la technologie. Et en l'occurrence, sur la question des équipements, pour moi, il y a une vraie interrogation, voire un paradoxe. Est-ce qu'il faut davantage d'écrans et d'équipements numériques en classe ou est-ce qu'il en faut moins? Parce qu'on a aussi cette question de l'addiction aux écrans qui devient un sujet vraiment de plus en plus prégnant. Comment est-ce qu'on gère cette nécessité d'avoir des équipements, des infrastructures numériques aujourd'hui dans l'école pour rénover l'apprentissage et en même temps limiter
l'impact du numérique sur le cognitif de l'enfant? Ouais, alors ça, c'est une vraie question. Donc, il y a plusieurs questions dans votre question. Déjà, la question de la fracture numérique. Aujourd'hui, en France, on a 13 millions de Français qui sont non aptes à utiliser Internet, qui sont non équipés en terminaux, ordinateurs, tablettes. Donc, il faut absolument réduire cette fracture numérique et assurer une équité de traitement dans tous les territoires français avec des écoles qui possèdent des ordinateurs, des tablettes et des outils sur lesquels les élèves sont aptes à travailler. Pareil, pour le travail à la maison, aujourd'hui, les élèves, plus de 70% des foyers possèdent un seul ordinateur en France. Donc, c'est-à-dire que si un grand frère au lycée, c'est lui qui va avoir la primauté versus le petit frère en sixième. Donc, tout ça, c'est des sujets d'inégalité où l'étape numéro 1 pour que le numérique fonctionne, c'est d'assurer cette réduction de la fracture d'équipement. Ensuite, ça amène à votre enjeu de temps d'écran, de temps d'exposition. Pour que ça fonctionne, il faut absolument qu'il y ait une formation des enseignants et une formation des familles, à ce qu'on appelle la parentalité numérique, c'est-à-dire expliquer les risques qui s'en suivent à une trop forte exposition aux écrans, expliquer comment est-ce que aussi on doit faire preuve de discernement en ligne pour l'élève, expliquer les risques de harcèlement, les risques d'usurpation d'identité, mais aussi accompagner l'élève dans des temps de travail collaboratifs et humains en classe, sur l'écran, sur la tablette, pour montrer aussi que le numérique n'est pas quelque chose de complètement isolé, où on est tout seul face à son écran. Donc il y a une nécessité de réduire la fracture sur l'équipement, de former les enseignants et d'accompagner les parents à ce sujet de la parentalité numérique pour que chacun puisse avoir un usage éclairé, raisonné et dédramatisé du numérique aujourd'hui. Et puis aussi, il ne faut pas décorréler le matériel et le logiciel, parce que finalement, si on distribue des tablettes dans toutes les classes pour en faire pas grand-chose, c'est du gâchis, c'est du gâchis d'argent public en plus. C'est la politique du 1-1-1, 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro dans l'équipement, 1 euro dans la formation des enseignants et 1 euro dans les ressources numériques, les fameuses EdTech. C'est ce que Jean-Michel Blanquer défendait et ce que la filière EdTech pousse pour vraiment expliciter qu'un ordinateur et une ressource numérique ne va être utile que s'il y a un usage, que s'il y a un besoin sur le terrain. Si on met des tablettes comme ça en imposant par le haut à un établissement d'avoir une flotte de 150 tablettes, vous pouvez être sûr qu'elles seront dans le placard de la salle de sport. Donc il y a vraiment cette idée de répondre à un usage précis et d'associer forcément ressources pédagogiques et équipements et formation. Là, vous êtes venu avec combien d'EdTech sur le Salon des maires? Une quinzaine qui du coup vendent essentiellement à des écoles primaires, qui travaillent aussi beaucoup sur le temps périscolaire et parascolaire, avec des centres d'animation, des médiathèques, donc des lieux de vie des communes de France, et qui justement cherchent à éduquer au numérique et par le numérique, que ce soit des entreprises sur l'initiation au code, sur la réalité augmentée, comme je vous le disais, mais ce sont des... Pourquoi vous avez axé précisément sur l'école primaire? Alors, dans la filière EdTech, on a 450 entreprises en France. Il y a les 3 segments de marché qui sont représentés, la formation initiale, l'enseignement supérieur public et privé et la formation professionnelle, l'apprentissage tout au long de la vie. On a à peu près 100-150 entreprises qui se positionnent sur la formation initiale, qui travaillent avec le primaire, le collège, le lycée, les collectivités et le ministère. Et aujourd'hui, le pôle école innovante et inclusive se prêtait particulièrement aux entreprises qui s'adressent aux écoles primaires, qui est d'ailleurs le besoin sans doute le plus important, là où les inégalités se creusent dès le plus jeune âge entre c'est le point aujourd'hui le plus important à traiter, il vous semble. Alors, j'imagine que pour les entreprises de l'EdTech, c'est très compliqué aussi d'accéder à ces marchés publics. Mais d'un autre côté, je me mets à la place des collectivités, des mairies, des écoles. Comment on fait pour choisir parmi toute l'offre qui existe? Tout à fait. 450 entreprises dans l'EdTech. Il y a un vrai besoin de lisibilité et de visibilité. C'est ce que EdTech France cherche à faire. On a mis en place une carte de France sur notre site qui référence toutes les EdTech qui sont membres chez nous avec un système de filtre pour que chaque commune, chaque département, chaque région puisse identifier sur son territoire des solutions qui répondent à ses propres besoins. Et ensuite, il y a quelque chose qui s'appelle Territoire numérique éducatif, qui est un plan de financement de 12 départements pour qu'ils puissent s'équiper plus facilement en ressources numériques. Et au sein de ces départements, il y a des événements qui sont organisés par les communes où se rencontrent entrepreneurs et décideurs publics. Et ça amène une population d'entrepreneurs qui se déplacent dans les territoires. Et grâce à ce type d'événement en ce moment, je crois qu'il y en a un cette semaine à Quimper, si je ne dis pas de bêtises, ça permet aussi de mieux identifier l'entreprise qui correspond à son propre besoin. Et alors, quel genre de questions on vous pose? Quelles sont les questions récurrentes qu'on vient vous poser ici, là, sur le Salon des maires?
Alors, il y a une vraie La problématique. principale interrogation. Ouais, il y a une vraie problématique de coût. On va pas se mentir. Les collectivités aujourd'hui ont beaucoup investi dans le numérique post-confinement. Il y a eu beaucoup de choses de faites et il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc on sent un vrai besoin de rationalisation par les maires entre ce qui va être justement de l'équipement et ce qui va être de la ressource numérique. Il y a aussi des questions sur la mesure d'impact. Est-ce que ça marche? Comment est-ce qu'on le mesure? Il y a beaucoup de questions sur l'aide à la prise en main. Est-ce que les entreprises ont un service capable d'accompagner l'enseignant dans la mise en place de l'outil numérique dans l'école? Ça fait lourd sur les épaules de jeunes startups, tout ça, hein. Tout à fait. Après, elle se lance dans ce segment de marché en ayant conscience de toutes ces difficultés. C'est pour ça qu'on existe aussi. On fédère les entreprises sur ce marché, on les aide à grandir, on organise des événements avec des acheteurs, avec des opérateurs d'État, avec des décideurs pour justement leur faciliter la vie dans ce marché un peu complexe. Et face à toutes les lignes de financement qui existent aujourd'hui, il y a aussi un besoin que ces entreprises aillent au contact des utilisateurs, parce que parfois les marchés publics vous décorrèle de la réalité du terrain et de qui est votre utilisateur final. Donc c'est très important d'échanger sur les besoins et comment y répondre. Il y a des solutions qui doivent être mises en place, mises en œuvre au niveau national, ou ça reste beaucoup des questions locales? Non, c'est tout à À fait. partir de quand, en fait, le décideur, c'est plus la collectivité, mais le ministère? Là, vous mettez le doigt sur la complexité de notre système d'achat de ressources numériques. Donc, pour la question de l'équipement et des ressources, vous allez avoir deux types de financement. Les grands plans financement nationaux, les grands appels à projets, les grands appels à manifestation d'intérêt, qui là émanent du ministère soutenu par la Caisse des dépôts ou le SGPI, Secrétariat général pour l'investissement. Des plans qui s'inscrivent dans France 2030 avec cette vraie volonté de former aux compétences d'avenir. Donc ça, c'est un des leviers de financement. Et ensuite, vous avez la collectivité en direct, donc les communes, les départements et les régions. Ça fait un millefeuille incroyable pour les entreprises et nous, on milite évidemment pour une simplification de tout ça, pour que les établissements et les enseignants puissent s'équiper en direct en ressources numériques, comme le chèque énergie ou le pass culture, avoir un chèque EdTech qui permettrait... Alors oui, c'est Marie-Christine Levet d'EduCapital qui était venue sur mon plateau dans Smartech et qui avait poussé cette idée de créer une sorte de, comme le CPF en fait, une plateforme où chaque collectivité, chaque université pourrait choisir au sein d'un portail les types de formations, de technologies, d'équipements dont ils ont besoin. Tout à fait. Et c'est une idée qui avance, qui progresse? Oui, bien sûr, EduCapital est partenaire du réseau et cette idée donc, a été poussée auprès de la direction du numérique éducatif, auprès des différentes personnes concernées. Donc c'est quelque chose qui avance. Après, c'est plus complexe qu'il n'y paraît, mais ça se fait dans les pays nordiques et surtout ça respecte la liberté pédagogique de l'enseignant. Ça lui permet de s'équiper selon le besoin de sa classe, selon le besoin de son territoire. Et ça permet aussi d'avoir un vrai marché, c'est-à-dire qu'une entreprise qui fournit une bonne solution, quelque chose qui marche, et bien du coup ça se diffuse naturellement sur le territoire. Merci beaucoup Anne-Charlotte Monneret, donc directrice générale de l'association EdTech France. On enchaîne, on reste dans ce sujet de l'éducation, on va enchaîner avec la nécessité d'obtenir davantage en France de compétences numériques, c'est crucial pour l'emploi notamment.